Commit After Work. Der Business Talk wird präsentiert von Commit, der idealen Softwarelösung zur digitalen Pflege von euren HR-Daten. Und von Reif AG aus eurer Region. Wir machen Qualität sichtbar. Les gens créent des problèmes quand ils sont assis et ils les résolvent quand ils se lèvent. C'est peut-être le principal mantra d'Elifsuna Bilecek. Cette femme d'action a plusieurs entreprises d'intérim et elle est aussi investisseuse dans l'immobilier. J'ai le plaisir de l'accueillir. Bienvenue. Merci. Ce mantra, est-ce que vous l'avez toujours appliqué ? Est-ce que c'est vrai qu'il ne faut pas trop réfléchir avant d'agir ? Je pense effectivement que le succès et le secret naît vraiment de l'action en fait. Donc oui, c'est une phrase qui est très importante pour moi. Elif Bilecek, vous êtes issue d'une famille kurde, politisée, qui s'est réfugiée en Suisse dans les années 90. Vous avez grandi à Bienne dès l'âge de 10 ans. Ce parcours personnel, dans toute sa richesse et sa complexité, a fait naître en vous de fortes ambitions et un grand enthousiasme à entreprendre. On va y revenir. On voit une photo qu'on verra tout au long de l'émission de vous sur un chantier parce que ce qui vous a propulsé, c'est l'investissement immobilier. Aujourd'hui, vous gérez un important patrimoine. Sur la photo, on voit justement sur un chantier. Ça ressemble à quoi vos journées en tant qu'investisseuse dans l'immobilier ? Alors aujourd'hui, bien sûr, on a un parc qui nécessite des rénovations, un suivi. Donc on a plusieurs projets aussi, un projet de promotion dans la région. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup de réunions, c'est beaucoup de suivi sur le terrain avec les équipes dans notre région. Voilà. Donc tous les jours, vous êtes en vadrouille comme ça sur les chantiers ? On va dire régulièrement. Vous avez dû apprendre à faire ça finalement Oui, j'ai eu de la chance, donc j'ai commencé vraiment il y a 10 ans activement et puis on est passé de petits projets à de plus en plus des plus gros projets. Donc en fait, j'ai pu apprendre sur le terrain en m'entraînant sur on va dire des plus petits chantiers et petit à petit, c'est monté au niveau de la technicité. Puis aujourd'hui, on a des plus gros chantiers. Oui. Vous vous occupez beaucoup des achats. Votre mari, maintenant, gère, lui, beaucoup les chantiers. Votre époux, qui s'appelle Nouri Bilecek. Vous avez 2 petits garçons avec lui. Souvent, on entend qu'il ne faut pas mélanger la vie privée et la vie professionnelle. Et vous, vous faites exactement le contraire. Oui, tout à fait, c'est vrai. On travaille en famille. J'ai mon beau-frère également qui est dans mon agence d'intérim. Mon mari est vraiment mon partenaire dans la vie et mon associé. Ça se passe extrêmement bien. Je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui si je n'avais pas un socle solide derrière moi. Donc réellement, c'est un élément clé de ma réussite. Vous l'avez dit, vous travaillez en famille, notamment avec votre beau-frère dans cette agence d'intérim qui en a entre-temps racheté plusieurs. Quel profil de travailleurs et travailleuses vous engagez et proposez à vos autres clients entreprises ? Alors nous sommes une agence réellement spécialisée dans le bâtiment et l'industrie. Donc Smart Jobs est une société qui existe depuis plus de 20 ans. On travaille dans la région, donc le Seeland est vraiment, on va dire, le Seeland jusqu'à Soleure à peu près, dans le bâtiment exclusivement et dans l'industrie plutôt lourde, type métallurgie. Combien de personnes travaillent grâce à vous en fait dans les entreprises de la région chaque jour à peu Alors près ? Smart Jobs emploie 130 intérimaires au quotidien en moyenne, voilà, dans la région. Et combien d'entreprises ? On doit avoir à peu près, on va dire, 25-30 partenaires actifs dans la région. Et c'est grâce à vos gains issus de l'immobilier que vous avez pu racheter il y a 4 ans cette première entreprise en fait, d'intérim. Pourquoi avoir investi dans ce secteur-là ? Alors l'intérim, en fait, ça a été un peu une opportunité saisie. En fait, j'ai eu une première expérience entrepreneuriale très jeune. Ça s'est bien passé, ça a été très formateur du moins. Et cette envie d'entreprendre est toujours restée en moi. Par contre, j'ai constaté très tôt que le fait de fonder une entreprise était très énergivore, avait une probabilité de réussite très faible. Et puis grâce à l'immobilier, dès que j'ai appris à utiliser des fonds et des leviers, les leviers bancaires, les hypothèques,
et la disponibilité en liquidité, je me suis dit justement pourquoi pas racheter une entreprise et vraiment bypasser ces 3 premières années qui sont difficiles dans la fondation d'une entreprise pour reprendre directement quelque chose qui est rentable au premier jour. Donc c'est comme ça que c'est venu. En fait, j'étais inscrite sur un site qui s'appelle Business Broker, qui vend des fonds de commerce. Et une agence d'intérim était à vendre dans la région, dans l'industrie et le bâtiment. Je connaissais plus ou moins le bâtiment. Donc pour moi, ça a été vraiment logique en fait, à ce moment-là de reprendre cette entreprise qui est à proximité. Et puis ça a commencé comme ça. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce secteur-là de l'intérim ? L'intérim est réellement un métier de contact. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup en général l'échange entre êtres humains. C'est vrai que nous, ça nous a vraiment, mon mari et sa famille, on est tous issus de Bienne. Hein, ils ont tous eu, on a eu des magasins qui sont encore actifs aujourd'hui. Donc tout le monde connaît un petit peu un des frères de la famille parce que voilà, ils ont des épiceries, des restaurants, etc. Donc on avait ce contact en fait. Mais c'est vrai que le métier dans l'intérim, il y avait ce côté immobilier, chantier, on va dire plutôt chantier, recrutement, people business, un petit peu voilà, ce contact. Et puis ça a tout réuni. C'était un alignement parfait pour nous. Donc voilà, ça n'a pas été longtemps une question en fait. Donc ça a été vraiment naturel pour nous de reprendre ça. On a vu des photos des premières vacances en Suisse. Il y a notamment vos oncles et tantes dans la région. Vous portez quel regard sur cette période ? Un très beau regard. Mes parents aiment beaucoup la nature. Les Kurdes viennent des montagnes. Donc les Kurdes aiment beaucoup la Suisse en général. Ils aiment beaucoup les montagnes. C'est un retour pour nous vraiment à nos sources en fait. Donc en général, on partait à la montagne justement. Là, je crois qu'on était à Verbier. Très beau regard. Un beau regard et malgré tout, vous avez quand même souffert, on peut le dire, d'un manque de moyens à la maison. Vous disiez, votre papa notamment, qui travaillait comme ouvrier, c'était des métiers difficiles, il avait mal au dos, donc c'était un inconfort qui a réveillé quelque chose en vous aussi. Oui, j'ai l'impression, alors il y avait le côté financier, mais il y avait aussi le côté du quotidien en fait, que je trouvais lourd et ennuyeux, très pétroit en fait. Donc c'est plutôt cette frustration en fait qui m'a amenée à me questionner mais est-ce qu'il existe autre chose que ça en fait. Et après j'ai découvert justement à travers un type de modèle vers l'adolescence une porte de sortie et là j'ai pas lâché. La porte de sortie, donc ce modèle-là, parce que vous étiez à la recherche de modèles. Là, vous disiez vous avez plutôt des anti-modèles dans la famille avec des tantes qui étaient au corvée à la maison. Ça c'était quelque chose que vous vouliez absolument pas avoir. Donc vous allez rencontrer quelqu'un lors de vacances en Tunisie, un businessman, et là, ça vous lance plus ou moins dans votre tête, c'était bon quoi, il faut devenir entrepreneuse. Oui, tout à fait. Mes parents étaient très peu matérialistes. Comme je vous ai dit avant, ils étaient de gauche, plutôt communistes, donc d'autres valeurs, de très très belles valeurs hein, que je ne renie pas du tout. Mais effectivement, cette frustration m'a amenée à chercher quelque chose. Cette personne réussissait très bien, avait du moins l'apparence de quelqu'un qui réussissait extrêmement bien. Et ça a été pour moi un premier. On est allé au casino, j'ai vraiment vu une autre vie en fait, et je trouvais ça très intéressant. Enfin, ça m'a vraiment attirée. Et c'était clair au retour de vacances pour moi, j'allais lancer une affaire. Et puis alors, ce qui va vous faire passer à l'action, c'est l'anecdote de la serviette. C'est votre cousin qui va vous challenger. C'est quoi l'histoire ? Effectivement, dans la culture kurde, en fait, moi j'étais très très attachée à mon grand frère et durant les mariages, en fait, on offre des cadeaux et c'est généralement, c'est listé, les cadeaux sont listés au micro durant le mariage. On arrête la cérémonie pendant à peu près 30 minutes et on dit qui a offert quoi. Et en général, il y a un peu toujours une compétition entre le côté de la mariée et du marié. Et ma future belle-sœur avait 7 frères et sœurs, dont 2 qui avaient des kebabs à Berlin, qui avaient vraiment d'énormes moyens par rapport à nous. Et ils se moquaient de mon frère en fait, en disant que lui, il n'avait qu'une petite sœur et qu'il n'allait rien recevoir au mariage. Et ça m'a vraiment frustrée en fait. Et je lui ai dit, moi je vais offrir une grande somme d'argent à mon frère. Il n'a peut-être pas de frère, mais il a une sœur. Et ils m'ont donné un ultimatum en fait. Ils m'ont dit, voilà, jusqu'à la date de mariage, tu vas offrir quoi ? Puis ils me l'ont fait écrire sur une serviette. Et à partir de ce moment-là, c'était déclenché. Et c'était combien d'argent alors ? C'était 15 000 francs. 15 000 francs. Et alors là, en l'espace de quelques mois, vous allez décrocher un mandat de vente de contrat de téléphonie. Donc vous avez engagé des gens, vous n'aviez que 18 ans. Et vous alliez vous-même aussi faire du porte-à-porte. Et puis là, vous vous rendez compte que c'était un piège en fait. Vous allez pas toucher de commission sur ces ventes. Effectivement, c'est une entreprise qui existe encore aujourd'hui. Donc, ils cherchaient des vendeurs.
des mandats, on va dire, c'est des mandats de vente. Et puis, c'est vrai que quand ils m'ont vu tellement enthousiaste, ils se sont dit, bon, après coup, hein, donc j'ai relu rétroactivement ce qui s'était passé, c'est que j'étais très enthousiaste. J'ai dit, voilà, je vais vendre vos contrats. Puis ils m'ont dit, voilà, on te donnera une commission. Il te suffit de nous faxer les contrats que tu auras fait signer. Ils m'ont donné tous les contrats. Et puis, je leur ai faxé. Et puis, ils n'ont jamais répondu au téléphone et ils n'ont jamais payé. Et moi, forcément, je ne m'y connaissais pas vraiment. Donc, ça a pris plusieurs mois. Et à partir d'un moment, c'est mon papa qui m'a dit, écoute, ils ne vont jamais te payer, en fait, si tu les... Voilà. Et là, vous avez dû faire face et aller vers vos employés, collaborateurs, leur dire, Oui. j'ai pas d'argent. Et votre papa a lui-même déboursé un peu d'argent pour pouvoir quand même leur donner quelque chose. Oui. Mais ça fait naître quoi en vous, cette expérience-là? C'était très fort et très formateur. C'est extrêmement difficile. Et ça, c'est quelque chose qu'ont tous les entrepreneurs, tous les chefs d'entreprise. Ne pas pouvoir payer ses salariés, c'est la plus grande inquiétude, en fait. Donc, en fait, j'ai été confrontée à ça très tôt. Je ne savais pas quoi faire, je ne comprenais pas. Et mon papa m'a dit vraiment, parce qu'on a envie de fuir, en fait. On a honte, on se gêne. Et mon père, très vite, en fait, avant même que je puisse réfléchir à quelque chose, il m'a dit, tu vas, tu fuis pas, tu les affrontes, tu leur expliques la situation, tu les dédommages à hauteur de nos moyens et tu vas passer à autre chose. Et très vite, justement, après, je passe à autre chose. À autre chose. Et votre frère vous dit, bon là, il vous a manqué aussi, il t'a manqué les bases, en fait, de la finance, par exemple, pour comprendre vraiment comment lancer un business. Donc, vous faites des études à la HEC, Haute École Commerciale. À la sortie de vos études, vous rencontrez votre futur époux, qui lui vient de la Turquie à l'âge de 20 ans et s'établit en Suisse. Est-ce que vous avez su dès le départ que cet homme n'allait pas vous freiner dans vos ambitions, qui étaient si présentes et si importantes? C'est une très belle question, merci. C'est vrai que le choix de l'époux est primordial du partenaire de vie est primordial pour tout le monde. C'est vrai que j'avais vraiment un rapport à l'ambition qui était extrêmement fort. Mon mari également. Donc on s'est rejoints là-dessus. On a une religion différente, on vient de régions différentes aussi de la Turquie. Il vient d'une région un peu plus, beaucoup plus, on va dire, qui tient à ses valeurs, un peu plus traditionnelles. Mes parents étaient très émancipés, donc on venait vraiment de mondes différents. Par contre, on avait quelque chose en commun, on était très ambitieux les deux. Et en fait, c'est cette ambition qui nous a amenés là où on en est aujourd'hui, avec le recul. Donc, j'ai pas eu peur parce que réellement, on s'est retrouvés autour du business avec mon mari. Donc, vous avez travaillé pendant 7 ans dans la gestion de risque en sortant de vos études. Et vous disiez que, voilà, à un moment donné, vous avez senti que c'était la vanité qui vous tenait plus qu'autre chose, parce que c'est une position importante, vous gériez beaucoup d'argent. Et votre mari vous a challengé à un moment donné. Il a dit, ben voilà, moi je suis propriétaire de kebab, je gagne plus que toi. À un moment donné, il y a eu un déclic. Et puis là, vous vous êtes dit, bon, on va se lancer les deux dans l'immobilier. Effectivement, ça a été vraiment une douche froide. C'est vrai que quand on commence un parcours académique, moi j'ai fait des études d'économie à l'Université de Lausanne. L'Université de Lausanne avait un peu une aura où les personnes qui sortaient de cette université avaient déjà... on se sentait vraiment les rois du monde en fait. Hein. On se disait, voilà, on va rejoindre une grosse banque privée ou bien une grosse société de consulting. Et on croit vraiment déjà avoir... réussi sa vie. Je ne dis pas qu'on n'a pas réussi, je dis juste que moi, ce que je voulais, c'était autre chose. Et je ne savais pas exactement ce que c'était, ce montant qui permettait de vivre cette grande vie, en fait, à laquelle j'avais goûté quelques années auparavant. Et je gagne un bon salaire, bien sûr, à la sortie de l'université. J'ai des belles responsabilités, mais ce n'est pas un montant qui permet de s'acheter une grande maison, vraiment d'avoir cette grande vie que je souhaitais. Mais je ne remarquais pas vraiment, en fait, cette dissonance. Et mon mari, un jour, me dit vraiment exactement ça. Il m'a dit, bah, toi, tu sors peut-être de l'université, mais moi, avec mon kebab, je ne parle pas la langue, je gagne plus que toi. Et ça a été vraiment une douche froide et ça a été une vérité, en fait. En ayant dans la tête d'un parc immobilier important, vous avez aussi beaucoup de locataires donc pour lesquels vous avez aussi une responsabilité. On entend de plus en plus que voilà, les loyers, même à Bienne, augmentent. Que pour la classe moyenne, ça devient aussi parfois difficile de se loger correctement. C'est quoi votre regard sur ça ? Effectivement, les loyers en général augmentent automatiquement. Les propriétaires augmentent généralement à chaque changement de locataire.
La stratégie qu'on a aujourd'hui, ça reste avec mon mari vraiment de proposer des loyers qui sont modérés. C'est non seulement pour aussi garantir la pérennité en fait, parce qu'on veut éviter les logements vacants, donc on aimerait que les gens restent plus longtemps, et puis ça nous permet aussi de mieux gérer le parc. Ça reste un métier en fait, d'être une gérance. Nous on fait la gestion de nos biens nous-mêmes. Donc en réalité, c'est vraiment une question très importante, surtout parce que de plus en plus de nouveaux logements sont construits et coûtent très très cher. Nous, on reste dans des immeubles un peu plus anciens qu'on va rénover, qui vont avoir exactement le confort peut-être d'un nouvel appartement, mais avec des loyers plus modérés parce que forcément le coût de construction sera plus faible. Et comment ça a commencé dans l'immobilier ? Qu'est-ce qui a fait que voilà, vous avez pu acheter un premier bien et qu'ensuite vous avez dit bon, c'est vraiment là-dedans qu'il faut aller? Alors, mon mari avait un restaurant. La restauration, c'est quelque chose qui est très prenant. Il le faisait depuis très petit. Il voulait vraiment arrêter à 40 ans. Et il m'a toujours dit il nous faut une porte de sortie. Donc ça a été vraiment le génie de mon mari parce que beaucoup d'entrepreneurs ne sont pas investisseurs. Ils savent entreprendre, ils savent générer des bénéfices avec une entreprise, mais le métier d'investisseur est un autre métier. Et réellement, pour lui, c'était clair. Il me disait, voilà, il faut qu'on investisse dans l'immobilier pour être indépendant en fait, de nos activités au quotidien dans l'opérationnel. Donc il me dit, voilà, écoute, il y a beaucoup de gens qui investissent dans l'immobilier, et c'est vrai, ça c'est connu. Et puis on a commencé un petit peu comme ça, en se disant, voilà, on avait mis de l'argent de côté pour acheter une maison. On n'a pas trouvé de maison, on a acheté un appartement. On avait un surplus d'épargne. Et avec ce premier surplus d'épargne, on achète, il y a environ 10 ans maintenant, un premier appartement aux enchères qu'on va rénover, vendre. Et puis là, je vois un petit peu comment ça se passe, le gain que ça amène. Et là, la machine est lancée, parce que moi, c'est ce qu'il fallait. En fait, il fallait juste une étincelle. Et après, ça a pris. Des biens qui se situent exclusivement dans la région, parce que vous me disiez, voilà, j'ai pas envie de perdre de temps dans les déplacements, il faut que tout soit plus ou moins à portée de main, puisque à côté de ça, vous avez justement ces agences d'intérim. Les agences, ce qui est particulier dans ce secteur, c'est que finalement, vous avez 2 clients, on peut le dire. Vous avez les entreprises à qui proposer des travailleurs temporaires, et puis vous avez les travailleurs temporaires. Donc, comment on se débrouille là-dedans? Tout à fait. Le métier de recruteur est vraiment un métier qui doit permettre une rencontre en fait, entre un candidat et une entreprise. Un candidat n'est pas un produit fini, c'est un humain. Chaque humain a sa complexité, a ses envies, sa formation, ses besoins, etc. Donc aujourd'hui, et en plus on est dans un marché, on le sait, qui est plutôt sec, surtout dans les métiers du bâtiment, qui sont un peu plus boudés par les nouvelles générations. Ce sont des métiers qui restent durs, mais la Suisse est extrêmement adossée à son métier, enfin à sa branche du bâtiment. Donc il y a d'un côté un secteur qui est en constante croissance, qui a constamment besoin d'employés et de main-d'œuvre. Et de l'autre côté, on a des métiers qui sont dévalorisés ou que les jeunes générations ne veulent plus faire. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est ce que je dis toujours, on a 2 clients. On a l'entreprise qu'on doit trouver, mais en réalité, le plus gros client, ça reste le candidat, en fait. C'est de pouvoir attirer des talents, organiser en fait, l'arrivée de ces talents sur le territoire, s'occuper de leur intégration parce qu'on fait appel aussi à de la main-d'œuvre étrangère en Suisse. Ça représente quelle part de vos clients, la main-d'œuvre étrangère, plus ou moins? Habitants en Suisse, je dirais 30% qui viennent d'étrangers. 30%, ouais. Le reste, ça reste des ressortissants, on va dire des Suisses, mais voilà, originaires, ça peut être du Portugal, de l'Italie, de l'Espagne en général, ou des Balkans. Généralement, ce sont ces Et vous avez même acquis un hôtel pour pouvoir loger ces personnes qui viennent temporairement pour des missions? Tout à fait. Le secteur du bâtiment reste un secteur pour lequel on se déplace. C'est assez courant. Quelqu'un vient de l'Italie, passe un moment peut-être dans le Valais, et puis après vient sur des chantiers plutôt dans le Mittelland. Enfin, il y a un peu cette notion-là. Donc j'ai ressenti très tôt l'avantage que pourrait être justement un hôtel pour pouvoir à court terme proposer des logements meublés à nos intérimaires. En préparant cette interview, la première chose que vous m'avez dite, c'était que vous veniez de comprendre qu'il fallait arrêter de diriger votre famille comme votre business. On va terminer avec ça. Qu'est-ce qui vous avait fait prendre conscience en fait de ce problème-là? C'était des tensions au sein de la famille?
C'est très important, c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est vos 2 enfants, hein, Oui, on n'a pas encore donné leur nom non plus. Exactement. C'est vrai que quand on est on porte des rôles, des responsabilités. Au bureau et dans l'immobilier, ça reste des métiers qui sont... je travaille avec énormément d'hommes en réalité. Et puis, non, pas que ça change vraiment quelque chose, mais c'est vrai que quand on est dirigeant, on est amené à donner des ordres, on est amené à rester sur du concret, des actions. Et on liste des actions et puis on s'attend à ce que ça soit plus ou moins fait. Après, il faut un suivi, un contrôle, etc. Mais on ne dirige pas une famille comme on dirige une entreprise. C'est surtout quand on est une femme. J'estime vraiment qu'on a un rôle beaucoup plus doux, beaucoup plus paisible, beaucoup plus discret à faire. C'est-à-dire que je pense qu'on crée un environnement, on crée un foyer où les personnes justement peuvent s'épanouir sans sentir la pression d'une liste de tâches ou de la vie qui arrive avec des études à valider, des notes à obtenir. Donc j'essaie d'enlever la pression. Voilà, c'est ça, vous enlevez la pression au quotidien, c'est un peu ça. Essayez de dégager aussi un peu plus de temps pour vous. Oui. Et vous qui êtes une grande enthousiaste, portée par ça, portée par vos rêves qui se concrétisent la plupart du temps, c'est quoi vos rêves pour la suite d'un point de vue professionnel peut-être déjà ? Alors, je suis aujourd'hui vraiment très claire sur ce que je veux faire. La stratégie, c'est vraiment de l'acquisition, c'est-à-dire que ce soit autant dans le portefeuille immobilier ou bien dans les entreprises d'intérim. Donc, ça reste l'acquisition d'entreprises saines, ayant un fort potentiel en fait, parce qu'elles ne sont pas optimisées. Donc ça, c'est plutôt pour le côté intérim. Le côté immobilier, c'est la même chose. Des structures saines où tout le potentiel n'a pas été révélé et que je peux, grâce à mes leviers et grâce à l'expertise que j'ai acquise ces dernières années, révéler en fait et aller chercher tout le potentiel de ces entreprises, enfin de ces biens. L'objectif aujourd'hui, en réalité, c'est le chemin. Moi, je suis déjà dans une situation où je me sens extrêmement privilégiée. Je suis en sécurité, mes enfants nous sommes tous en santé, nous vivons dans une belle maison, j'ai des amis, j'ai un entourage, j'ai une famille. Donc en réalité pour moi, aujourd'hui c'est le chemin, c'est profiter du chemin qui est important pour moi. Donc les opportunités viennent de toute façon, parce que je suis là, je communique, j'existe et je suis de plus en plus visible, donc les opportunités viennent à moi. Mais pour moi c'est vraiment aujourd'hui profiter au quotidien. Je pense que la magie est là en fait, je pense que la magie est dans le quotidien. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cet entretien, très intéressant. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Quant à vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices, on se revoit bientôt pour une prochaine émission Business Talk. Merci. Commit After Work. Der Business Talk ist euch präsentiert worden von Commit. HR einfacher, digitaler, schneller und das zu einem unschlagbaren Preis. Und von Reif AG aus eurer Region. Wir machen Qualität sichtbar.